بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصالة عن نفسي ونيابة عن الطاقم الإداري للمدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران، نتشرف اليوم بضيوفنا الكرام ونرحب بهم كل باسمه ومقامه. بمناسبة هذا الشهر الكريم، شهر البطولات، شهر فيه عيد النصر، فعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. كما يتزامن مع شهر رمضان المكرم، ارتأينا اليوم بما أنه شهر المكارم وشهر النشاطات أن نرحب بأستاذنا أستاذ أوراق الذي نتشرف بحضوره اليوم، ولنا الشرف أن يكون لنا اليوم محاضرة بعنوان La biologie quantique peut-elle percer les secrets de la vie. وقبل أن نرحب به وأن يحضر هنا، نطلب من سيد مدير المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران بروفيسور سعيد جمال لإلقاء كلمة. شكرا. Très chers étudiants, c'est d'abord à vous que s'adresse la conférence qui va être présentée par le professeur Aourak. Mais je voudrais en même temps saluer nos chers enseignants-chercheurs, collègues. Je voudrais également saluer et remercier les chefs d'établissement ici présents qui donc nous honorent de leur présence. Et je voudrais vous dire que l'École supérieure en sciences biologiques d'Oran est très heureuse d'accueillir aujourd'hui le professeur Abdelhafid Aourak, éminent chercheur de physique, ancien directeur de la directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Le professeur Aourak nous propose aujourd'hui une conférence intitulée « La biologie quantique peut-elle percer les secrets de la vie ?» avec un grand point d'interrogation. Avec ce thème, le professeur Aourak veut nous transporter et nous faire voyager dans le monde complexe du quantum et en particulier dans les applications de la mécanique quantique et de la chimie théorique aux objets et problèmes biologiques. Il faut dire que la biologie quantique est une discipline émergente qui n'évoque pas grand-chose pour la plupart d'entre nous. Mais gageons que le professeur Aourak saura capter toute notre attention et nous montrer que l'approche quantique peut en effet nous aider à mieux comprendre la réalité dans laquelle nous vivons, de la matière à la conscience. Mais juste, avant de lui donner la parole, permettez-moi de vous présenter très brièvement, quoique il faudrait des heures pour présenter le professeur Aourak, donc de vous présenter très brièvement le professeur Aourak. Alors, il est titulaire d'un master en philosophie délivré par l'Université d'East Anglia en Angleterre en 1987, puis titulaire d'une thèse de doctorat d'État et sciences en physique délivrée par l'Université d'Oran en 1990. Il est membre de plusieurs sociétés savantes internationales. Il a été professeur invité dans plusieurs universités étrangères. Il a à son actif l'encadrement de dizaines de thèses de magistère, de doctorat d'État et de doctorat en sciences, toutes soutenues. Il a édité plusieurs ouvrages scientifiques. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, en particulier au sein de l'Université de Sidi Bel Abbès, et notamment, et en particulier, le poste de recteur durant la période de 2000 à 2001. Quant à son parcours académique, il est très riche et pour se faire une idée, il suffit de consulter ResearchGate ou Google Scholar pour savoir que Google Scholar le crédite de 6556 citations
et un indice H de 44. Alors, je voudrais vous informer, vous faire savoir également, de manière très modeste, parce qu'il n'en parle jamais, le professeur Aoulak a été nominé pour le prix Nobel de physique. Alors, en même temps, le professeur Aoulak se passionne pour la vulgarisation de la science, et pour cela, il a créé une chaîne YouTube à travers laquelle il crée et diffuse des documents scientifiques. Et pour faire connaître cette chaîne, il nous propose aujourd'hui, avant de faire sa conférence, il nous propose donc la projection d'un document intitulé « Pour une histoire d'eau et de l'eau noire ». Donc je vous remercie d'accueillir avec moi, avec nous, avec tout le staff de l'école, donc le professeur Aoulak, et de l'applaudir très fortement. Merci. Merci, professeur Saïdi, très chers collègues, très chers amis, très chers étudiants, salam alaikum. C'est toujours un plaisir de partager le savoir et la connaissance avec la communauté scientifique universitaire. Et pour moi, c'est aussi un devoir de permettre à nos jeunes d'être aux frontières du savoir et de la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, la science évolue rapidement, elle évolue à une échelle de temps infiniment rapide et aussi dans une échelle d'espace très diversifiée. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous aborder avec vous un thème qui est à la frontière de la science, à la frontière de deux disciplines qui sont la physique et la biologie. Et vous allez voir que la biologie quantique va devenir la science la plus importante du XXIe siècle. Vous savez que le prix Nobel de physique cette année a été donné à la mécanique quantique parce que ce qui était auparavant une théorie est devenu une réalité technologique aujourd'hui. Et le devenir de la médecine, essentiellement, va être quantique dans les prochaines décennies. Et c'est pour ça que nous devons être avant-gardistes, que nos étudiants puissent savoir c'est quoi la biologie quantique et comment on peut introduire la biologie quantique et réfléchir différemment. Tout d'abord, c'est un nouveau paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire un nouveau paradigme? Une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de faire la science. Tout ce que vous faisiez auparavant va être complètement différent, il va peut-être bouleverser parfois votre conscience et bouleverser votre façon de voir. Alors, mais avant de faire la conférence, comme vous savez, nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle une chaîne maintenant de télévision, puisque nous avons les studios qui ont été inaugurés par M. le ministre. Donc, ces studios sont à Oran. Et donc, nous avons une chaîne de télévision qui va émettre bientôt, qui s'appelle Science Daily. Donc, il y a d'abord la chaîne YouTube, vous pouvez la trouver. Et nous faisons donc la promotion, la vulgarisation du savoir. Et aujourd'hui, on va vous projeter un de ces documentaires qui a une relation avec la biologie quantique, vous allez voir. Donc, vous allez essayer de saisir quelques notions, qui s'appelle donc « Sur l'eau » et sur la mémoire de l'eau. Donc, dans ce petit documentaire, il y a une petite erreur de français. Dans le précédemment, vous allez voir, on a commis une petite erreur quand ils ont commencé à écrire les jeunes, parce que c'est des jeunes, comme vous, des étudiants, d'accord, qui gèrent cette chaîne-là. Donc, il ne faut pas leur en vouloir s'il y a des petits couacs dans le documentaire. Voilà, donc on va vous laisser pendant 10 minutes voir le documentaire avant d'aborder cette conférence. Bon, alors donc, nous allons aborder ensemble cette conférence qui est donc la biologie quantique. Donc, quand on parle de quantique, on a toujours cette idée derrière la tête que le quantique, ça veut dire le psi. Vous voyez le psi qui est la fonction d'onde. Et on se rappelle tous d'une équation fondamentale qui s'appelle l'équation de Schrödinger, H psi égale E psi.
Schrödinger, qui a eu cette idée d'écrire cette équation, H psi égale E psi, en 1928. Et c'est l'équation la plus juste au monde. Je dis bien, c'est l'équation la plus juste et la plus précise au monde. Il n'y a pas une équation aussi belle, précise et juste que l'équation de Schrödinger, H psi égale E psi. Mais c'est l'équation la plus difficile à résoudre. C'est la plus simple, la plus juste, la plus précise, mais la plus difficile à résoudre. La plus difficile à trouver des solutions à cette équation. Parce qu'en mathématiques, quand on a une équation, on cherche toujours les solutions de cette équation. Donc, simple, mais complexe. C'est pour ça que dans la vie, ce qui est simple n'est pas toujours facile. Il ne faut pas oublier ça. Dans la vie, ce qui est simple n'est pas toujours aussi facile que cela. Ça vous paraît simple, mais c'est très difficile de résoudre ces équations-là. Et Schrödinger, en 1930, a écrit un livre qui s'appelle That's Life. C'est ça la vie. Il a essayé d'expliquer la vie à partir des fondements de la mécanique quantique à l'époque. Il était très visionnaire, un Nostradamus, et il pensait que percer les secrets de la vie ne pourrait être fait que par la mécanique quantique et par la physique de façon générale. Et ce livre, qui est aujourd'hui devenu un best-seller, c'est quoi la vie? That's life. Et donc à l'époque, quand Schrödinger a émis ce livre, il se posait beaucoup de questions et a essayé de résoudre. Mais à l'époque, quand il avait écrit ce livre en 1930, la biologie n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Donc beaucoup de concepts de biologie n'existaient pas. Mais il anticipait sur ces concepts, sur la biologie moléculaire, alors que la notion de biologie moléculaire n'existait pas à l'époque. Et donc il a essayé, à travers donc, sa vision de la vie, faire comprendre la biologie à partir de la mécanique quantique. Et depuis, donc, beaucoup de choses se sont développées et beaucoup de choses ont vu naissance et de nouvelles disciplines, de nouveaux concepts en biologie ont vu naissance. En physique, il n'y a pas eu de nouveaux concepts. Depuis 1930, il n'y a pas de nouveaux concepts de physique. On gère toujours les mêmes concepts, mais on adapte ces concepts aux nouvelles disciplines qui apparaissent dans d'autres thématiques. Et donc, mais la biologie s'adapte parce que la biologie est encore une science évolutive. Elle évolue. Chaque année, nous avons de nouveaux concepts qui apparaissent dans la biologie. Donc la biologie est une science dynamique. Par contre, la physique est encore une science qui n'évolue pas depuis une centaine d'années. La physique n'évolue pas. Et on utilise donc toujours les mêmes concepts. Alors, la question qui se pose, telle que la biologie nous la connaissons aujourd'hui, peut-on réfléchir différemment de la biologie? Parce qu'auparavant, la biologie, de façon générale, reposait ce que nous appelons sur des lois d'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire des lois d'échelle? C'est des lois, d'accord, sous forme de paramètres, d'accord, et d'une variable selon en puissance. Ça peut être une puissance 1,5, ça peut être une puissance... Et puis, c'est surtout des lois d'échelle qui sont empiriques. Qu'est-ce que ça veut dire des lois d'échelle qui sont empiriques? On écrit une équation paramétrique et on essaye de fitter ces paramètres par rapport aux données expérimentales. Et par rapport aux données expérimentales, on essaie d'écrire une équation et on dit que c'est une équation qui reflète, par exemple, le métabolisme d'une enzyme, etc., etc. Donc, toute la biologie reposait sur des lois classiques, sur de la physique classique, d'accord, sur des mathématiques classiques, dans un espace euclidien, c'est-à-dire un espace plan. Et peut-on aujourd'hui réfléchir, donc de la biologie,
mais en étant dans un espace différent de l'espace dans lequel on faisait de la science, qui était un espace euclidien. Peut-on un espace, d'accord, où il y a la notion de temps et d'espace, c'est-à-dire la notion de 3 dimensions d'espace, plus une dimension du temps, c'est-à-dire dans un espace quadridimensionnel. 3 espaces temps et 3 variables d'espace et une variable du temps. Peut-on réécrire ces équations que vous avez écrites auparavant en fonction de x, y, z et t? Donc, toutes ces lois d'échelle que vous connaissiez, où les paramètres que vous aviez, c'était des variables qui n'avaient pas de relation directe entre le temps, tout ce que vous aviez, c'était des relations entre le temps et l'espace, mais pas des relations qui combinent l'espace et le temps en même temps. Or, aujourd'hui, nous savons que la biologie va de plus en plus à l'infiniment petit. La biologie s'intéresse de plus en plus à l'infiniment petit, c'est-à-dire qu'on descend de plus dans les dimensions d'espace. Auparavant, la biologie, c'était de la biologie que vous connaissez classique, et ensuite on est devenu aujourd'hui la biologie moléculaire. Il y a quelques années, personne ne parlait de la biologie à l'échelle moléculaire, d'accord? Et ensuite, maintenant, nous allons encore plus loin, à l'échelle protonique, à l'échelle des protons, à l'échelle des gènes, d'accord? Et nous allons de plus en plus à l'échelle de l'infiniment petit. Donc la biologie maintenant est plus une affaire d'infiniment petit que d'infiniment grand. Et plus on va dans l'infiniment petit, les phénomènes sont différents. Les phénomènes macroscopiques ne sont pas les mêmes phénomènes à l'échelle microscopique. Ça veut dire qu'à l'échelle microscopique, les choses qu'on ne tenait pas compte auparavant à l'échelle macroscopique, nous devons en tenir compte aujourd'hui de ces effets à l'infiniment petit. Parce qu'à l'infiniment petit, la notion de temps et la notion d'espace ne sont pas les mêmes. Le temps passe très très vite à l'échelle de l'infiniment petit, alors qu'à l'échelle macroscopique, marcher, c'est une notion qui est mesurable. Donc ça veut dire que dans la biologie aujourd'hui de l'infiniment petit, on a besoin de plus en plus d'instruments de plus en plus sophistiqués. C'est-à-dire que les instruments ne sont plus les instruments qu'on utilisait auparavant. Ce sont des instruments qui nous permettent d'observer l'infiniment petit. Et donc, ça veut dire que la biologie, plus la technologie va avancer, plus le fondamental de la biologie va aussi se développer. Donc, alors, aujourd'hui, si nous disons la biologie, c'est essentiellement la vie. La biologie, c'est les sciences de la vie. Comprendre la biologie, c'est comprendre la vie, comprendre les mécanismes de cette vie, comprendre l'évolution dans la vie, comprendre la reproduction de la vie, et ainsi de suite. Donc par rapport à cela, la vie, l'être humain, tout ce que vous cherchez, c'est quoi en fait dans la biologie? Vous cherchez des informations. Ce sont ces informations qui sont fondamentales pour vous, pour pouvoir construire un modèle, pour pouvoir comprendre un phénomène. C'est chercher des informations. La mesure, ce sont des informations que vous êtes en train de mesurer. Donc l'information. L'information est la clé aujourd'hui de la biologie. Et donc, comme j'ai dit, l'information pour nous, c'est d'abord quelle est l'information qui est portée par un être humain? Aujourd'hui, s'il y a quelques années, ce n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. L'information, aujourd'hui, nous le savons. Qu'est-ce qui porte l'information et qui fait la différence d'un être à un être? C'est sa signature génétique. C'est son génome. Chacun a un génome bien défini. Et vous savez, il y a 4 pays dans le monde qui ont fait le génome de leur population. Il y a les États-Unis, qui a fait le génome de sa population. Il y a l'Angleterre, qui a fait le génome de sa population. Il y a le Danemark, qui a fait le génome de sa population. Et dernièrement, l'Arabie saoudite, qui vient de faire aussi le génome de sa population. Pourquoi faire le génome? Le génome, c'est d'abord du préventif.
Par exemple, aux États-Unis, on a identifié 12 gènes dans la population qui sont susceptibles d'avoir des maladies. Ça veut dire que les gènes vont vous permettre de savoir vous êtes prédisposé pour quel type de maladie. Le diabète, le cancer du sein, etc. L'exemple de l'actrice Angelina Jolie, que vous connaissez tous, qui a fait le séquençage de son génome, et elle a trouvé que ces gènes la prédisposaient dans un temps très proche à avoir le cancer du sein. Donc elle s'est dit, je vais avoir le cancer du sein, donc il vaut mieux en finir dès maintenant. Elle a fait l'ablation de ses seins. Donc vous voyez, la génome va vous permettre de vous dire que vous allez avoir une tension artérielle. Donc il faut prendre vos dispositions pour ne pas l'avoir. Et donc le gène, c'est ces informations capitales qui vont permettre à un pays de faire quoi? De faire du préventif plus que le curatif. Parce que le curatif coûte très cher à un pays. La facture des médicaments et des soins coûte très cher à un pays. Mais le préventif va vous permettre de dire qu'au lieu d'avoir tant de cancers du sein, je vais diminuer ce taux et avoir moins de personnes à traiter et à bien les traiter. Donc la connaissance du génome est importante pour un pays pour pouvoir connaître ces maladies qui peuvent être prévalentes dans un espace-temps très précis. Donc, et ça, c'est grâce au code, un code génétique. Un code génétique est porté par notre ADN. Notre ADN, c'est cette structure, d'accord, qui permet de conserver l'information. Et qui conserve l'information pendant des millions d'années. Elle ne s'efface pas, cette information. Quand on trouve des fossiles, d'accord, qui datent de milliers d'années ou de millions d'années, on cherche à récupérer l'ADN. Parce qu'en récupérant l'ADN, d'accord, on peut retracer l'histoire, d'accord, de ceci. Aujourd'hui, par exemple, le National Geographic, si vous êtes membre du National Geographic, on vous demande de leur donner un cheveu, vous leur donnez un cheveu, et quelques jours après, ils vous envoient votre génome. Et votre génome va vous permettre de retracer votre arbre généalogique, c'est-à-dire où sont vos ancêtres. Par exemple, le mien, je l'ai fait, j'ai trouvé que mes ancêtres, c'est des Byzantins. Je viens du Liban, d'accord? Donc, vous voyez que ça vous permet, parce que le code génétique, comme j'ai dit, cette information est insupportable. Parce que l'information, c'est quoi en fait? Cette clé USB est un support de conservation de l'information. Cet ordinateur est un support de conservation de l'information. Un CD est un support de conservation de l'information. Mais tous ces supports, ce sont des supports physiques. Ça veut dire que cette clé, au bout de quelques années, dans 10 ans, par exemple, puis je la laisse un peu partout, si je veux récupérer cette information, elle peut être altérée. Elle peut être effacée. Si je mets un CD, un champ magnétique à côté, il peut effacer ces informations. Donc ça veut dire que les informations, dans tous les supports physiques qui existent, ne sont pas perpétuelles dans le temps. Sauf une chose qui est perpétuelle dans le temps et qui ne change pas, c'est l'ADN. Et vous savez qu'aujourd'hui, en Angleterre, on stocke l'information, par exemple à la bibliothèque de Cambridge, on commence à stocker toute l'information des livres, tout ce qui est numérique, sur de l'ADN. Donc l'information est stockée sur l'ADN. C'est très facile, ça, vous pouvez le faire, c'est une expérience qui ne coûte pas trop cher, d'accord? Stocker de l'information sur de l'ADN et la récupérer plus tard. Parce que pourquoi? Parce que quand on stocke de l'information de l'ADN, 1 million d'années après, elle ne s'altérera pas. Elle restera toujours là. Elle est toujours conservée. Donc c'est pour ça que Dieu a donné à l'être humain cette faculté de conserver l'information qui est extraordinaire. Et donc l'ADN, c'est le langage de la vie.
c'est le langage de la vie. Un langage, c'est un alphabet. Quand on dit un langage, ça veut dire pour faire un langage, il faut utiliser de l'alphabet. Avec de l'alphabet, en utilisant de l'alphabet, on construit des mots. C'est ce qu'on appelle de façon générale des caractères. Je fais des caractères avec des mots, des phrases, etc. Donc, dans le langage de la vie, ce langage d'ADN, il est fait de 4 lettres d'alphabet. 4 lettres d'alphabet que vous connaissez tous, ce n'est pas à moi de vous apprendre, d'accord? Ce n'est pas à moi de vous apprendre ces 4 lettres, vous les avez tous, d'accord? Ces 4 lettres que vous savez tous, ce n'est pas à moi, d'accord? Et puis, comme je dis, ces 4 lettres vont s'apparier, d'accord? Certains vont s'apparier entre eux, d'accord? Et quand ils vont s'apparier pour former des liaisons. L'adénine et la guanine ne vont pas s'apparier comme ça, mais ils vont s'apparier par rapport à des liaisons chimiques. C'est une liaison chimique qui va apparier ces deux lettres d'alphabet. Et donc, il y aura plusieurs appariements pour faire des caractères. Et ces types de liaisons qui se font, ce sont généralement des liaisons d'hydrogène. On verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire une liaison d'hydrogène par rapport à d'autres liaisons qui existent dans la chimie. Donc ce sont ces liaisons d'hydrogène, comme j'ai dit, et donc les langages, c'est ce que j'ai dit. Donc la langue française utilise dans son langage 26 lettres d'alphabet. Dans la langue arabe, on utilise 29 lettres pour faire l'alphabet de la langue arabe. En informatique, on utilise 2 lettres. C'est ce qu'on appelle le bit, le 0 ou le 1. Et puis on construit les mots par une succession de 0 ou de 1, ou par une succession de lettres, d'alphabet. Et donc, dans la biologie, d'accord, un alphabet à 4 lettres, et un exemple, par exemple, le caractère le plus long dans la langue française, c'est le mot anticonstitutionnellement, qui est fait de 25 lettres. Mais ce qui est formidable, c'est que dans la biologie, avec 4 lettres, d'accord, je peux faire des caractères de milliers de caractères. Par exemple, le pneumocoque, d'accord, c'est 2 millions de caractères. C'est-à-dire 2 millions de ces 4 alphabets, hein, d'accord, un à côté de l'autre pour faire. Donc le génome, c'est des milliards de caractères. Vous voyez cette formidable. Ça veut dire, quand je dis des milliards de caractères, ça veut dire des milliards d'informations. De l'information. C'est une information. Et si j'arrive à détecter cette information, à mesurer cette information, je peux percer les secrets de la vie. Si je peux accéder à cette information, je peux accéder aux secrets de la vie. Comment faut-il faire, justement, pour accéder à ceci? Et c'est pour ça que le génome, faire le génome du blé, dernièrement il y a eu le génome du blé qui a été fait, d'accord, c'est une fastidieuse opération qui nécessite des milliers de personnes, d'accord, et des dizaines d'années pour pouvoir faire ceci. Alors, mais, quel est le mais dans tout cela? C'est que le fonctionnement matériel ou celui du vivant proviendrait des propriétés et non de la matière elle-même. Parce que quand vous avez des objets, d'accord, quand vous avez un matériau, je prends par exemple l'or. L'or, c'est un matériau, d'accord, il a des propriétés. Chaque élément, l'hydrogène est un élément, il a des propriétés. D'accord? Et donc, ce que nous remarquons, c'est que dans l'être humain, ce ne sont pas la matière elle-même qui est importante, ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est les propriétés qui en découlent de cet arrangement de ces éléments qui sont dans l'être humain. Comment se fait-il que cet arrangement de tous ces éléments chimiques dans un être humain fait qu'il y a le fonctionnement de l'être humain? Parce que dans un être humain,
vous avez deux choses qui sont importantes, trois choses qui sont importantes. La matière, les propriétés et les fonctionnalités. Parce que ces propriétés vous donnent une fonction, la nutrition, hein, la transformation du glucose, hein, de la transformation du sucre en glucose, et ainsi de suite. Donc il y a la matière, les propriétés qui en découlent, et puis les fonctions qui en découlent. Donc il y a deux choses qui sont importantes pour vous, dans la biologie que vous cherchez, c'est d'abord les propriétés, et à partir de ces propriétés, quelles sont les fonctionnalités, pourquoi ce métabolisme, cette fonction est altérée. Et on cherche le pourquoi cette fonction, d'accord, ne fonctionne pas de la façon la plus régulière possible. Et donc, c'est comme... Donc, en fait, donc, ça veut dire que c'est comme un ordinateur. Donc, l'être humain est comme un ordinateur. Il traite de l'information. Si l'information n'est pas juste, l'organisme est malade. Tant que l'information est toujours la même, l'organisme se porte bien. Mais dès qu'il y a une information qui manque dans cet organisme, il y a détérioration de la fonction. Et s'il y a détérioration de la fonction, l'organisation n'est plus la même dans l'être humain. Donc, un être humain, c'est comme un ordinateur. Tant qu'on le programme de façon régulière avec l'information juste, il fonctionnera de façon juste. Alors, donc ceci me ramène à une chose importante. Donc, j'ai introduit la notion d'information. L'information. Toute la quête aujourd'hui dans le monde de la science, c'est comment pouvoir maîtriser de l'information. Et puis le premier qui a introduit une théorie sur l'information est Shannon. Shannon était un informaticien qui travaillait à IBM, d'accord, et qui a voulu quantifier l'information. Comment mesurer l'information? Si l'information se mesure, elle a une unité. Quand vous mesurez une distance, vous la mesurez par un instrument et elle a une unité, le mètre, le centimètre. Hein. Quand vous mesurez une température, vous utilisez des thermomètres et elle a une unité, des degrés, d'accord? Donc ça veut dire que toute information, si je la mesure, toute chose que je mesure, a une unité de mesure. Et donc Shannon a introduit une unité de mesure. Et l'unité de mesure, c'est ce qu'il appelle le bit. Le bit, c'est l'unité de mesure de l'information. Et donc c'est pour ça, donc, qui répond à une loi, et donc c'est pour ça, quand vous allez la mesurer, une unité de mesure, d'accord? Donc quand on dit qu'on a un octet, d'accord? Un octet, c'est 8 bits. Quand vous allez acheter une clé USB, on vous dit 1 gigaoctet, d'accord? Donc voilà combien d'informations elle peut contenir, d'accord? Quand vous achetez d'un méga, une clé USB d'un mégaoctet, ça veut dire combien d'informations elle va prendre cette suite. Donc ça veut dire que j'ai déjà quantifié. Donc ça veut dire que dans le monde de l'information, je sais combien cette clé USB peut porter d'informations. Combien elle peut conserver et emmagasiner de l'information. Donc vous voyez, donc le bit, c'est la mesure de l'information. Alors l'information, ça veut dire que pour moi, si je suis un être dans le monde du vivant, ça veut dire aussi que quand je dis de l'ADN ou quand je dis le pneumocoque est fait de tant de caractères, ça veut dire que c'est la quantité d'informations, d'accord, qui est portée par le gène du pneumocoque. Donc ça veut dire que je peux, à ce moment-là, classifier chaque chose par la quantité d'informations qui lui est appropriée, l'information qu'elle porte elle-même. Et donc, pourquoi alors l'information ne se conserve pas? Le problème est là. C'est que l'information ne se conserve pas. Je suis dans le monde matériel, dans le monde des objets, dans le monde dans lequel nous vivons. L'information ne se conserve pas. Ça veut dire que là, si je parle toute cette conférence, et si j'enregistre pas cette conférence,
Vous me dites, donnez-moi une preuve de tout ce que j'ai dit. Aucun ne pourra me donner une preuve parce que je ne l'ai pas conservée. Mais si je la conserve, je l'enregistre, on peut revisionner ceci, et donc ça veut dire que l'information est là. Mais tout ce que je dis aujourd'hui, je suis en train de parler, d'accord, c'est de l'information que j'ai vue, elle s'évapore, elle n'est plus là dans quelques minutes, d'accord. Donc l'information ne se conserve pas dans la nature. Il y a 3 grandeurs qui se conservent dans cet univers. Donc l'information, n'oubliez pas ça, l'information ne se conserve pas dans l'univers. 3 choses se conservent dans cet univers. L'énergie, la quantité de mouvement et le moment cinétique. Ce sont ces 3 grandeurs qui se conservent parce que ça a une relation avec l'uniformité du temps, l'uniformité de l'espace et l'anisotropie de l'espace. Ces 3 choses se conservent dans cet univers. C'est pour ça qu'on dit, le fameux dicton de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transfère. Ça veut dire que cette énergie aujourd'hui mécanique, si elle me donne, si je l'utilise pour tourner un moteur, d'accord, donc si je brûle du pétrole dans un moteur, il va faire tourner une roue. Donc cette énergie chimique va se transformer en énergie mécanique, mais elle ne se perd pas, elle se conserve. Donc sauf l'information qui ne se conserve pas. Pourquoi? Parce que c'est dû à ce qu'on appelle au 2e principe de la thermodynamique. La thermodynamique, c'est la science de la chaleur, c'est la science des échanges thermiques. Le 2e principe de la thermodynamique stipule, d'accord, qu'au cours du temps, l'information contenue dans un système isolé ne peut être que détruite. Le 2e principe dit que l'information au cours du temps, elle se détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on a mesuré la perte de l'information. On mesure la perte de l'information par une grandeur qui s'appelle l'entropie. L'entropie d'un système. Donc l'entropie, c'est la mesure de destruction de l'information ou de l'accroissement de l'information, de la production ou de la destruction de l'information. Donc là, l'entropie ne fait qu'augmenter dans le temps. L'entropie dans cet univers ne fait qu'augmenter. Et plus l'entropie augmente, plus le désordre augmente. Plus l'entropie augmente, plus le désordre augmente. N'oubliez pas ça. Ça veut dire que nous vivons dans un monde qui va de plus en plus vers le désordre. Et le maximum de désordre, c'est le chaos. Et donc nous sommes dans ce que nous appelons une entropie positive. Très rare où nous avons des entropies négatives. Et donc, et on mesure cette entropie, celui qui a trouvé la relation pour mesurer, c'est Boltzmann, en 1860. Il a formulé une équation. Boltzmann, quand il a formulé cette équation qui mesure l'entropie, qui mesure le désordre dans un système, personne ne l'a cru. On le prenait pour un faux. Jusqu'au point qu'il s'est suicidé, puisqu'il a dit que personne ne me croit, donc il s'est suicidé. Et c'est bien plus tard, début du XXe siècle, qu'on a compris que Boltzmann avait raison et que cette entropie est fondamentale dans cet univers. Et donc, je ne rentre pas dans ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'entropie? Pour vous, je suis sûr, quand vous faites du café, vous voulez le prendre, il est chaud. Vous venez de le préparer, votre café est chaud. Si vous le laissez un moment, il va se refroidir. Mais est-ce que le processus est inverse? Est-ce qu'il peut se réchauffer tout seul? Il se refroidit tout seul. Mais est-ce qu'il peut se réchauffer tout seul? Non. Il faut apporter de l'énergie extérieure pour le réchauffer. Donc tous les systèmes comme ça, quand vous avez une chute d'eau qui tombe, elle tombe toujours dans un sens. Est-ce qu'elle peut remonter dans l'autre sens? Non.
Il faut lui donner de l'énergie pour qu'elle puisse remonter. C'est l'entropie. Tous les systèmes sont irréversibles. Très rares qui sont réversibles, qui peuvent aller dans les deux sens. Nous allons voir quelques cas particuliers. Alors ça, c'est fait. Mais, j'ai dit, l'information dans cet univers ne se conserve pas. L'entropie ne fait que augmenter dans cet univers. Mais dans la vie, c'est différent. Pourquoi? Dans le monde du vivant, c'est différent. Pourquoi dans cet univers, l'entropie ne fait qu'augmenter? Et pourquoi dans le monde du vivant, c'est complètement différent? C'est ce qu'on appelle la morphogénèse. Comment la nature produit-elle de l'information? La morphogénèse, c'est cette science qui essaie de répondre à la question comment la nature produit-elle de l'information? Parce que j'ai dit l'information se perd dans cet univers. L'univers ne produit pas de l'information. Alors que la nature, le vivant, il produit de l'information. Comment? La question est fondamentale, qui est encore posée dans le domaine de la biologie du vivant. Comment la nature peut-elle produire de l'information? Vous êtes posé la question? Parce que dans la vie, quand vous êtes un scientifique, la première question, les questions que vous devez poser, ils sont peut-être philosophiques, mais ils sont importantes. Pour pouvoir progresser dans la science, il faut se poser des questions. Pourquoi nous existons? Est-ce que notre existence a un sens dans cet univers? Pourquoi cet univers existe? Quel est notre rôle dans cet univers? Comment la nature produit-elle de l'information? Parce que ce sont ces questions qui vont vous permettre de vous questionner et d'essayer de trouver des réponses. Parce que Dieu a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ma'shar al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal-ard, fanfudhu wa la tanfudhuna illa bisultan. Dieu nous demande de chercher la vérité. Parce que c'est seule la vérité qui peut renforcer notre foi ou nous éloigner de la foi. Mais il faut se poser des questions. C'est de notre devoir de nous poser des questions pour pouvoir trouver des réponses. Parce que pour trouver des réponses, il faut poser des questions. Si on ne se pose pas des questions, comment on peut trouver des réponses? Sans question, il n'y a pas de réponse. Sans question, il n'y a pas d'évolution de la science. Et donc, ce paradoxe, cette loi d'entropie, semblait contredire ce que l'on constatait dans certains phénomènes physiques et tout particulièrement le phénomène de la vie qui produit sans cesse de l'organisation et de la complexification au lieu de détruire des niveaux d'organisation qui ne tend que vers l'immobilité. Vous êtes posé la question? Pourquoi? L'entropie n'est pas positive, mais elle est négative. Elle ne croît pas, elle diminue. Donc ça veut dire que si l'entropie, on a dit que si l'entropie augmente, on va vers le désordre. Mais si l'entropie diminue, on va vers l'ordre, l'organisation. Pourquoi? Quel est le secret caché derrière ceci? Que l'entropie diminue parce qu'il y a une organisation. Parce que l'être humain, s'il y avait le désordre, c'est la mort. Si tout était déréglé, c'est la mort. Si l'information se perd, c'est une désordre, et le maximum de désordre, c'est le chaos, c'est la mort. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, ça veut dire que l'information est perturbée dans son être humain. Pourquoi les systèmes? Donc voilà la question que je me pose.
Donc ça veut dire que l'être humain résiste au deuxième principe de la thermodynamique. Puisque le deuxième principe de la thermodynamique préconise qu'on a une perte d'information. Donc ça veut dire pourquoi donc l'être humain résiste au deuxième principe de la thermodynamique. Ça veut dire que la cellule se divise avant que l'information qu'elle contient dans l'ADN ne disparaisse. C'est la division cellulaire. Dans une division cellulaire, ça veut dire une cellule qui est saine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se diviser. Donc elle va se diviser, elle va transmettre de l'information aux autres cellules qui vont se multiplier. D'accord? Donc avant que cette information ne se perde, elle a dupliqué. Donc ça veut dire que c'est un sans cesse processus de multiplication de l'information. Ça veut dire que la nature, l'être vivant, part à ce deuxième principe de thermodynamique en multipliant sans cesse l'information. Et c'est pour ça que si l'information n'est pas transmise correctement d'une cellule à une autre cellule, ça veut dire qu'il y a un brin d'ADN qui manque dans l'autre cellule, c'est le cancer. Ça veut dire que la cellule qui va être multipliée lui manque une information nécessaire pour qu'elle fonctionne normalement. Et donc, si il y a une information qui manque, ça veut dire qu'il y a une cellule qui est cancérigène. Donc, le cancer, c'est en fait dans la division, multiplication cellulaire, une information qui manque. Et plus l'information va manquer, plus quand elle va se multiplier, il va encore un manque, et on va encore un manque, et on va un manque, et puis c'est l'invasion. C'est le désordre total dans le système d'ordre. Ainsi, la division cellulaire et la duplication de l'ADN à un taux rapide conservent l'information génétique durant des millions d'années. Mais il y a